Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue. Vous êtes sur Diana TV, la chaîne au cœur des diasporas, le live du samedi, l'actu de la semaine vu par Lionel Gamba. Monsieur Gamba, bonjour. Bonjour, Monsieur Makosso. Merci d'avoir accepté notre invitation, Lionel Gamba. Alors, vous êtes un citoyen engagé, libre, c'est votre liberté. Vous la réclamez souvent à corps et à cri. Vous êtes aujourd'hui au cœur de l'actualité dans notre diaspora. Vous êtes aussi quelqu'un qui est connu avec une verve de plus en plus importante, qui est entendue, qui est écoutée. Lionel Gamba, c'est vous qui êtes aujourd'hui le maître de l'actualité. On va déjà commencer par la première actualité chaude. Ce sont les nominations qui ont été effectuées au sein de la SNPC, la Société nationale des pétroles du Congo. Vous savez désormais que Karl Ngakala, le fils de son père, est désormais le remplaçant de Kiki à Laval pétrolier. Monsieur Georges Ossier et Benjamin Makaya forment désormais le triumvirat au sein de la SNPC. Alors, quelle est votre réaction? Vous savez sans doute que le FMI a demandé au Congo de faire pas des remaniements, mais enfin de donner une nouvelle vision de la gouvernance du pétrole. Kiki Nguesso est parti. Désormais, ce sont de nouvelles personnes partant du directeur général Monsieur Raoul Minga. Aujourd'hui, on voit que l'équipe se construit une nouvelle équipe. Est-ce qu'aujourd'hui, pour vous, Lionel Gamba, vous donnez un quitus au gouvernement congolais puisque les différentes recommandations semblent être tenues? Bonjour, Monsieur Sirmakosso, et merci de m'avoir donné la parole. Sur ce point, je dirais que je ne suis pas tout à fait d'accord avec la nouvelle équipe de la Société nationale de pétrole du Congo. Pour ma part, la gestion, elle reste clanique et effrénée. Visiblement, ils ont changé les personnes ou les personnages autour de l'institution, mais le mécanisme qui favorise la corruption de cette vache à lait reste d'actualité. On a changé les hommes, on n'a pas changé le système. Donc pour moi, quel que soit ce qu'ils ont décidé de faire, le résultat sera le même. Le résultat sera le même et pourtant, vous savez quand même que la tête de Kiki Nguesso a été réclamée à la tête de la SNPC. On l'a quasiment eu. Il fallait changer l'équipe au niveau de la gouvernance, c'est chose faite. Est-ce que pour vous, le Congo est sur la bonne voie par rapport aux recommandations du FMI? Non, le Congo n'est pas sur la bonne voie parce que même ces nominations actuelles obéissent à la gestion clanique du pouvoir. Quand vous prenez, ils ont fait 3 nominations. Il y a Benjamin Makaya qui se trouve en amont pétrolier, il y a aussi Georges qui est secrétaire général et M. Ngakala Karl Rogatien qui est directeur de Laval pétrolier, fils de Jean-Michel Ngakala qui est lui-même parent direct de Denis Sassou Nguesso. Donc aujourd'hui, quand on est demandé à Kiki de partir pour le remplacer par un Ngakala, pour moi, la menace de la mauvaise gestion est toujours là parce que s'ils étaient animés d'une bonne intention, je pense que les nominations devaient se faire sur la base des compétences. Or, Dieu seul sait qu'au Congo, les compétences, ce n'est pas ce qui nous manque. Pourquoi, à des postes clés de l'économie de notre pays, on retrouve toujours des membres très proches du pouvoir? C'est la question que je veux savoir. Hein, parce que Alors, on peut être membre proche du pouvoir et puis être compétent. Ça n'a pas d'inconvénient, Monsieur Gamba. Là n'est pas le problème, mais c'est que depuis que M. Denis Sassou Nguesso est revenu au pouvoir, nous lui avons donné de manière directe ou indirecte quitus à ce qu'il nomme les gens en fonction des besoins. Ben, pour la plupart du temps, nous avons remarqué qu'il a fait appel à des gens qui sont proches de son clan. Mais le résultat aujourd'hui, pourquoi on recule ces nominations, c'est sur la base des résultats que nous avons reçus aujourd'hui. Le pays est au bord du gouffre, sinon que dans le gouffre. Bah, si les nominations ont été faites sur la base de la compétence professionnelle, je ne pense pas que nous en serons arrivés à la situation que nous connaissons aujourd'hui. Donc, je recuse une fois de plus cette volonté manifeste et cachée de Denis Sassou Nguesso de pouvoir utiliser toujours les membres de son clan pour tenir l'économie de notre pays. Enfin, Lionel Gamba, accuser le camp, c'est une chose. À ce que nous sachions, vous et moi, monsieur Benjamin Makaya n'est pas de Tikapika ou encore de Yo.
Ça ne veut rien dire parce que dans la politique de Denis Sassou Nguesso, il a besoin aussi, pour la visibilité trompeuse de son pouvoir, de faire appel à des gens qui ne sont pas forcément de son clan, mais qui font partie de la cour. Donc, M. Makaya Benjamin obéit à cette règle qui consiste à approcher dans le clan des laudateurs, des personnes qui peuvent servir de caution de visibilité sur le plan national et international. Donc, ça ne veut rien dire. Monsieur Makaya Benjamin n'aura jamais le pouvoir de décision au sein de la CNPC. Pour preuve même il est en amont, il n'est même pas en aval. Pourquoi on ne l'a pas mis en aval? Parce que tout le gros lot, le gros du lait de la CNPC se trouve en aval. Voilà, c'est ça qui est la vérité. Voilà, c'est ça qui est la vérité. Il y a aussi une vérité aujourd'hui qui est quasiment incontestable. C'est la mort d'un homme, M. André Obami-Utu. C'était le 23 avril dernier à Brazzaville. Est-ce qu'on peut dire désormais, Lionel Gamba, pour une fois qu'il y a une personnalité importante qui meurt au Congo-Brazzaville et non pas dans un hôpital parisien, on peut dire désormais que le Congolais commence à faire confiance à leur hôpital? Je ne crois pas. Je pense qu'ils ont minimisé au départ la maladie de Obami-Utu. Mais je ne crois pas que s'il avait la possibilité, s'ils avaient jugé de l'urgence de sa maladie, qu'ils allaient de toute évidence l'envoyer faire ses soins à l'étranger. Donc c'est un concours de circonstances malencontreuses qui se soit retrouvé à l'hôpital militaire de Brazzaville pour ses soins. Mais en tout cas, je sais très bien que s'ils avaient la possibilité, et s'ils avaient le diagnostic valable, je crois qu'il l'aurait déjà envoyé vite à l'étranger. On ne vous a pas lu, et pourtant vous écrivez beaucoup et vous parlez aussi beaucoup par rapport à vos lives. Souhaitez des condoléances à la famille, Monsieur Lionel Gamba. Non, je m'inscris en faux. Je ne peux pas souhaiter des condoléances à M. Obami-Utu pour la. Et pourtant, dans notre tradition, on respecte les morts. Justement, moi je suis contre cette façon de vouloir expliquer certains de nos comportements sur des bases fallacieuses de notre culture. Monsieur Obami-Utu n'avait jamais souhaité des condoléances aux familles éplorées dans le pool qui ont été victimes de la folie meurtrière de Denis Sassou Nguesso. Donc, je ne vois pas pourquoi la mort de monsieur Obami-Utu serait beaucoup plus importante que celle des victimes du 4 mars, des guerres à n'en point finir dans le pool. Donc, je ne présente pas mes condoléances à M. Obami-Utu, que je considère comme étant l'un des instigateurs de la mauvaise politique de notre pays à ce jour. Et donc, qu'est-ce que vous direz à Wabari Mariotti qui, lui, a fait un message qui a fait pas mal de polémiques? Mais je ne vous ai pas entendu là-dessus, Lionel Gamba. Qui se ressemble s'assemble. Hein. Moi, c'est pas parce que M. Wabari se retrouve dans la diaspora aujourd'hui qu'il serait blanc comme neige. Hein. Pour ceux qui connaissent l'histoire politique de notre pays, ils savent très bien que l'importance qu'a joué M. Wabari dans le pouvoir de Pascal Lissouba. Et aujourd'hui, donc, quand je vois M. Wabari laudaté sur la mort de Obami-Utu, j'ai la mort dans l'âme, en fait. Mais je ne suis pas aussi surpris parce que M. Wabari, vu son âge, vu son parcours politique aujourd'hui, qui ne comprennent pas qu'il doit laisser la place aux plus jeunes pour s'occuper de la politique. Donc, je m'inscris en faux, je dis que c'est une faute grave, mais en même temps, je ne suis pas surpris parce que M. Wabari fait partie aussi de ceux-là qui ont contribué à l'échec politique de notre pays. Est-ce que vous appellerez à sa démission, tel qu'on le lit ces derniers temps, que le FOCAD puisse condamner cette prise d'opposition? Ah ben bien entendu. Et je ne peux pas comprendre que M. Wabari, qui se dit membre de l'IDC FROCAD, le représentant de l'IDC FROCAD dans la diaspora, ait pu avoir un discours pas très intelligent, pas très sage vis-à-vis de ceux qui ont contribué à
à mettre notre pays aujourd'hui à terre, quoi, donc notamment au Bami et tout, qui est, pour moi, fait partie des collaborateurs les plus fidèles de la politique guerrière, haineuse, gabégique et de la suprématie du septentrion du Congo sur le sud du Congo prôné par Denis Sassou Nguesso. Voilà, mesdames, messieurs, vous êtes donc en direct sur Ziana TV. Vous suivez le live du samedi avec un homme, Lionel Gamba, qui est mon invité. Nous traitons de l'actualité, puisque c'est l'actualité de la semaine, vue par Lionel Gamba. J'aimerais au passage saluer Mimosa Pepe, Dadis Swami, Stella Vitaya, Jélem Begantiba, Elrich Kave Mona. Merci pour votre invité à Ziana TV. Lionel Gamba, l'actualité cette semaine a été assez riche. Un homme, celui qui a racheté quasiment tous les ports d'Afrique, c'est M. Vincent Bolloré. Il a été mis en examen pour corruption en Afrique. Est-ce que vous applaudissez des deux mains ou bien vous vous dites, attendons d'abord qu'on nous dise ce qui s'est passé par rapport au port de Pointe-Noire? À première vue, c'est une très bonne nouvelle d'apprendre la mise en cause de l'activité de Vincent Bolloré en Afrique. Il faut déjà signaler que le groupe français international Bolloré est essentiellement axé sur le transport logistique et communicationnel. Il est dirigé par Vincent Bolloré, qui est, à mon sens, le bras armé de la France-Afrique impériale, le faiseur de dictateurs. Donc, nous savons qu'en Afrique subsaharienne, partant d'Abidjan, Conakry, en passant par Lomé et Brazzaville, le groupe Bolloré gère en tout et pour tout 18 terminaux à conteneurs. Pour les Africains… Pour l'instant, il n'y a que deux qui posent problème selon les juges. Hein. Oui, mais l'action continue. Ils ont commencé par 2 terminaux, mais avec le temps, nous ne serons pas surpris d'apprendre que sur les 16 autres qu'il y a malversation financière, dont on sait aussi que l'influence de Bolloré à Brazzaville, au Congo-Brazzaville, n'est pas non moins négligente. Et vous savez aussi qu'à Pointe-Noire, Bolloré est en train… je dirais, de réduire ses effectifs. Oui, il réduit ses effectifs parce que, en fait, le Congo actuellement est fouetté par la crise économique, donc il n'a pas le choix, puisque l'objectif de Bolloré, c'est de capitaliser le maximum de bénéfices. Donc, si l'activité économique dans notre pays n'est plus en bonne santé, c'est tout à fait normal pour Bolloré qu'il réduise l'effectif. Mais cela ne veut pas dire qu'il n'a pas envie d'y rester. Il est là, il restera tant que Denis Sassou Nguesso est au pouvoir. Voilà, il est là, il restera. Vous évoquez ses liens avec Denis Sassou Nguesso. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, l'Afrique devrait couper les ponts, notamment avec ces hommes qui, quand même, créent de l'emploi et de la richesse dans ces pays-là aujourd'hui? Moi, je pense que Bolloré n'est pas un exemple pour l'émergence africaine. Nous devons compter sur nos propres efforts. Dans notre continent, nous avons des opérateurs économiques qui peuvent mieux faire, qui savent mieux faire plus que Bolloré et sur lesquels nous pouvons faire confiance, dans le Nigérian Dangote qui a créé sa cimenterie à Brazzaville. Il y en a plein, ils sont nombreux. Pourquoi devrons-nous faire appel aux agents économiques en dehors de l'Afrique alors que nous avons sur le continent des personnalités, des agents économiques qui sont reconnus pour avoir fait des miracles économiques dans leur département ou dans leur pays. Donc, je pense que nous devons faire confiance aux Africains pour le développement de l'Afrique. Voilà, faire confiance aux Africains pour le développement de l'Afrique, c'est aussi le cas d'un homme, monsieur Jean-Marie Michel Mokoko, qui a fait confiance à un homme, Éric Bouanga, qui était à Paris cette semaine, qui est venu, en fait, redire les choses parfois que nous connaissions déjà. Vous avez aussi vu ces derniers temps et cette semaine, monsieur Lionel Gamba, cette guerre sournoise entre les différents avocats, que ce soit ceux du Congo ou encore ceux des différents prisonniers politiques, surtout ceux de monsieur Jean-Marie Michel Mokoko. Vous avez vu aussi que le gouvernement a dépêché sur la place de Paris Thierry Mongala afin de rétablir la vérité que Mokoko n'est pas dans une situation difficile, mais il a bien une cellule de 80 mètres carrés qui est très bien équipée. Donc, ce que vous dites, vous, aujourd'hui, monsieur Lionel Gamba, par rapport aux prisonniers, en fait, pour monsieur Mongala, ce ne serait qu'un mensonge. Est-ce que, aujourd'hui, pour vous, le procès de Mongala, de monsieur Mokoko devrait-il avoir lieu? Est-ce que vous pensez aussi que le terrain parisien qui constitue maintenant le terrain des jeux des différents avocats est une bonne chose pour la diaspora de mieux s'impliquer
dans cette problématique des prisonniers politiques, Monsieur Lionel Gamba? Oui, je pense que, pour répondre à la dernière question, je pense que Oui. le fait que le débat sur les prisonniers politiques au Congo se déplace sur le terrain de la diaspora n'est pas un fait anodin. Cela explique que la diaspora congolaise a toute sa force pour pouvoir influencer le débat politique national dans notre pays. Pour revenir à Thierry Mongala, sa parole n'a pas de crédit. Nous ne pouvons pas accorder de crédit à sa parole, vu. Pourquoi? Ben parce que il ne peut pas nous dire la vérité de ce qui se passe dans le pays. Monsieur Thierry Mongala est un soldat qui a pour mission de valider les incohérences du pouvoir de Denis Sassou Nguesso. Vous avez vu par le passé qu'il a eu à faire des déclarations qui n'avaient rien à voir avec la réalité sur le terrain. Je vous prends juste deux exemples. Ils ont parlé, Thierry Mongala avait parlé tout récemment de colonel, de caporal Masson qu'ils auraient arrêté et la vérité sur le terrain et que ça a été un leurre. Donc pour moi, je pense que la sortie intempestive de Thierry Mongala et des avocats au service du pouvoir du Congo-Brazzaville sont là que pour créer la distraction. La vérité se trouve entre les mains des avocats, dont notamment le maître Ibouanga Eric Yvon, qui a fait preuve de beaucoup d'expertise en la matière, en défendant avec brio notre compatriote Paulin Makaya. Et en ce qui me concerne, je pense qu'il n'y a pas lieu de faire instituer un tribunal contre les prisonniers politiques, d'autant plus que le motif pour lequel ces gens ont été arrêtés reste fallacieux, quoi. Voilà, un motif fallacieux, dites-vous. Est-ce que vous compatissez à certains, je dirais, à certains compatriotes de la diaspora qui se disent, mais voilà, on aurait pu avoir des avocats noirs, même si Eric Ibouanga est là, mais nous avons vu sur les grandes chaînes parisiennes des avocats blancs. Certains ont dit, mais est-ce qu'il y a un problème? Le pouvoir de Brazzaville lui-même prend aussi un blanc pour le représenter. Les prisonniers font de même. Y a-t-il encore des avocats compétents au Congo, Lionel Gamba? Ben, je pense que l'idéal serait que nous ayons, nous utilisons les compétences africaines pour pouvoir défendre valablement les fils d'Afrique. Mais quand on voit ce qui s'est passé lors du procès comment on appelle l'arrestation de, comment on appelle, Okobi Salissa, qui avait pour avocat le Sénégalais Maître Bunkuta, la manière dont il avait été traité par l'État congolais, ça a été une honte pour nous, en tant que Congolais, de voir que l'État qui devait protéger les deux parties a finalement pris position contre comment on appelle, un avocat qui était venu pour défendre monsieur Okobi Salissa. Donc, je crois que si aujourd'hui la déferlante se trouve au niveau européen, c'est parce que nous n'avons pas la maîtrise des enjeux sur le terrain. Et une fois de plus, il faut souligner que c'est un procès qui est politique. Et puisque c'est politique, donc il y a dans les arcanes du pouvoir l'influence de la France. Et voilà pourquoi nous notons qu'il y a plus d'avocats français, disons blancs, qui sont impliqués dans cette situation. Voilà. Donc, vous ne le regrettez pas alors? Je le regrette dans un sens, mais dans l'autre, je dis, si le but est d'avoir une défense assez solide et de repousser les influences de l'État congolais, c'est une bonne chose. Et je relativise. Voilà, ce qui est une bonne chose aujourd'hui pour le Congo, vous le savez très bien, Lionel Gamba, c'est l'accord probable qui va être signé d'ici le mois de juin avec le FMI. Le FMI a fait plusieurs missions au Congo. Le FMI, dans sa dernière mission en début avril, a finalement conclu en disant aux Congolais, voilà, si vous faites ces efforts du côté de la gouvernance, si vous faites des efforts par rapport à la corruption, vous aurez votre argent tranquillement. Est-ce que pour vous, c'est une bonne nouvelle pour les Congolais, pour le panier de la ménagère, Lionel Gamba? Non, je pense que c'est un contrat de dupe. Il faut juste revenir en arrière pour s'en rendre compte.
vous êtes sans oublier que l'initiative des pays pauvres très endettés, PPTE, qui permet d'assister les pays les plus pauvres dans ce monde en rendant leur dette internationale soutenable, n'a pas atteint ses objectifs au Congo. Hein. Pour preuve, le 17 février 2010, la Banque mondiale et le FMI avaient approuvé un mois plus tôt, c'est-à-dire le 26 et le 27 janvier, le dossier de la République du Congo relatif à l'allègement de la dette au titre de l'initiative en faveur des pays pauvres très endettés. Mais cette décision, elle découle d'une épargne globale au titre du service de la dette d'un montant au départ qui était estimé à 1 milliard de dollars, dont 1,7 milliard venant de l'initiative renforcée en faveur des pays pauvres très endettés, et 201,3 milliards provenant de l'initiative multilatérale d'allègement de la dette. En termes de poids de dette, le stock de la dette extérieure du Congo s'estimait en 2004, en amont de la décision, à près de 9,2 milliards de dollars. Fin 2008, le stock de la dette était à 5,6 milliards. Après le point d'achèvement, le stock de la dette devrait passer à 2,4 milliards de dollars. Le président Denis Sassou Nguesso, en la circonstance, avait même dit, je le cite, « Pour atteindre cet objectif, nous avons accepté d'engager des sérieuses réformes dans la gouvernance de la gestion des services de manière globale, la lutte contre la corruption, etc. Ce sont des engagements que nous avons pris pour que nous devrions honorer. » 14 ans plus tard, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont fait pire que ce que nous attendons d'eux. Et de leur bonne foi, nous n'en avons plus intérêt à leur faire confiance. Aujourd'hui, force est de constater que le FMI s'alarme d'une dette insoutenable de la corruption au Congo-Brazzaville et la dette a atteint 120% du PIB. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi en est-on arrivé là? Pourquoi les objectifs n'ont pas été atteints? Qui est responsable de cette déconfiture de l'économie de notre pays? Que faire? Ben voilà, on parle aussi d'une dette cachée. Donc rien que ce petit historique montre à suffisance que quelles que soient les initiatives que l'État congolais actuel peut prendre avec le FMI, ne nous attendons pas à une embellie financière puisque le spectre de la corruption, du détournement des deniers publics reste d'actualité dans notre pays. Ce qu'il nous faut aujourd'hui, c'est de changer tout le système et s'asseoir avec. Donc, ça signifie que les Congolais peuvent continuer à crever la dalle, si vous me permettez l'expression. Ah ben oui, de toutes les façons, de cette signature, de cet accord, le Congolais moyen n'attendra rien. Il n'y aura aucune influence bénéfique du panel de la ménagère. Ça, c'est sûr et certain. L'argent que le FMI va réinvestir dans le pays va servir à entretenir des maîtresses, et à corrompre les populations lors des échéances électorales. Donc, je ne crois pas que le Congolais lambda tirera profit. C'est pourquoi je dénonce cet accord-là. Voilà, vous dénoncez cet accord. Qu'avez-vous fait, par exemple, Lionel Gamba, de votre côté, pour que vous fassiez entendre, notamment auprès du FMI ou d'autres institutions, pour que cet accord n'ait pas lieu? On a vu quand même qu'au du côté de l'opposition, il y a eu plusieurs initiatives qui ont été prises, que ce soit du côté des États-Unis par rapport au FMI, ici à Paris, on a vu des délégations, mais finalement, est-ce que le FMI vous a écouté? Ben, je pense que c'est ça aujourd'hui de continuer. Je pense que le FMI a une écoute frileuse de la parole de la diaspora, mais on peut quand même noter des signalements de ce côté-là. Ce qui reste à faire, c'est qu'il faut que le FMI ait un discours musclé de façon claire pour obliger l'État de Sassou Nguesso à ouvrir des négociations avec le reste de la population, disons la diaspora, toute l'intelligentsia de pouvoir, pour pouvoir gérer le pays de manière bien définie, de façon correcte. Seul le système, l'État PCT et son clan ne pourra pas. Voilà, l'État PCT et son clan ne pourront pas. Pourtant, l'État PCT et son clan ont pu signer un accord. C'était au mois de décembre 2017 avec un homme que vous connaissez sans doute bien. C'est Monsieur le pasteur Toumi. Cet accord aujourd'hui est plus ou moins en état d'être mis en route puisque vous le savez, les délégations sont en train
de parcourir le département du Poul afin de sensibiliser les populations que tout va mieux. Est-ce que pour vous, Monsieur Lionel Gamba, c'est aussi un contrat de dupe ou bien vous soutenez cette démarche afin de soulager les populations du Poul? Non, je dis que je ne soutiens pas cette démarche parce que c'est aussi un contrat de dupe. Je vais faire une petite déclaration qui va peut-être surprendre ceux qui ont l'habitude de me suivre. Parce que par le passé, j'ai soutenu l'action de Pasteur Ntoumi. Mais je pense que le problème devient récurrent. On a tendance à revivre les mêmes choses et c'est toujours Sassou Nguesso qui a le dernier mot, qui décide de quoi, de comment on va faire. Je pense pour ma part que M. Ntoumi doit d'abord clairement se définir parce que le vrai problème, c'est qu'on ne sait pas si Ntoumi agit en tant qu'homme politique ou en tant que religieux ou en tant qu'agent économique. Je pense pour que les choses soient claires, il faut déjà que du côté de Ntoumi, qu'il se définisse clairement. Il fait ses accords, il signe ses accords avec Sassou en tant que qui? En tant que parti politique, représentant de parti politique, ou en tant que religieux, ou en tant qu'agent économique. Mais il ne peut pas être à la fois leader politique, religieux et agent économique. C'est là tout le problème. Parce que moi, je suis sûr et certain que Denis Sassou Nguesso vit de la guerre du Poul, vit de la comment on appelle, de la misère du Poul. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, ils vont signer ces accords et d'ici 2 ou 3 ans, ils vont pouvoir créer encore un autre incident pour pouvoir remettre en cause ce qui a été précédemment signé. Donc, il faut que nous mettons un terme à cette situation. Pour qu'il y ait véritablement une paix durable au Poul, il faut que toutes les forces vives de cette région se concertent, trouvent une décision commune pour faire face aux péripéties de Denis Sassou Nguesso de toujours soumettre la région de Poul dans le goût du sang. Voilà ce que je... Alors, je sais que vous êtes un homme qui est franc, vous êtes libre. Est-ce que pour vous, le problème du Poul, c'est Ntoumi? Le problème de Poul, c'est pas Ntoumi. Le problème de Poul, c'est Denis Sassou Nguesso parce que, en fait, si Ntoumi est un acolyte, donc ça veut dire que Ntoumi a une responsabilité, puisque vous dites, mais voilà, vous n'arrivez pas à définir ce que c'est Ntoumi dans ce jeu de dupes que nous constatons dans la région du Poul. En fait, il revient à Ntoumi pour montrer sa bonne foi de se définir de façon claire et simple. Parce que pour Denis Sassou Nguesso, il a besoin de créer un profil qui en matière qui provoque la contestation. Et donc, il a trouvé aujourd'hui, en la personne de Ntoumi, un personnage qui peut susciter de la division. En le faisant passer pour celui qui est proche du pouvoir. Et donc, aujourd'hui, le Poul en lui-même est divisé sur ce plan. Donc, moi, je pense que Ntoumi doit faire une déclaration claire et simple pour dire qu'il est pour les accords avec Denis Sassou Nguesso dans le cadre politique. Si c'est dans le cadre politique, ben, il aura son droit. S'il se définit en tant que religieux, à ce moment-là, il n'a pas le droit d'aller signer les accords politiques avec Denis Sassou Nguesso. S'il se présente comme étant un agent économique de Poul, non plus, sur ce point-là, il n'a pas le droit d'aller signer les accords avec le Poul. Je pense que les accords du Poul, pour qu'il y ait une stabilité effective, doit concerner tous les acteurs, tous les fils et les filles de cette région. Voilà, concerner tous les filles et les fils de cette région. Pourtant, vous connaissez des fils comme Parfait Kolela, des fils comme Silou, des filles comme Mogani, mais qui accompagnent finalement ce désastre du Poul où il n'y a pas assez d'action. Est-ce qu'il faut faire confiance aux fils du Poul pour sortir le Poul ou bien il faut laisser Denis Sassou Nguesso décider éventuellement quand est-ce qu'il peut commencer ou arrêter une action dans le département du Poul? C'est une très bonne question, mais les gens que vous venez de présenter… Il y en a d'autres, hein? Les gens que vous venez de parler ne représentent pas la volonté effective des ressortissants de Poul. Ce sont des laudateurs au service de Denis Sassou Nguesso qui travaillent pour Denis Sassou Nguesso et non pas pour les populations de Poul. Moi, ma démarche aujourd'hui, je ne me considère pas déjà comme un homme politique, je me considère comme un observateur de la scène politique. Ma démarche aujourd'hui,
en tant que ressortissant du pool, est d'amener tous les fils et les filles du pool de se retrouver autour d'un idéal, de prendre les décisions dans la collégialité pour pouvoir sortir de notre pays, notre région, dans les difficultés qu'elle a aujourd'hui. Donc, les Mungani, les Silou, les Kolela, pour moi, ne sont pas les vrais défenseurs de la cause du pôle. Ce sont des vendus. Voilà, ce sont des vendus. Vous, aujourd'hui, vous contestez la légitimité de ces hommes et du pasteur Ntoumi par rapport au pool. Quelle est la vôtre? Quelle est votre légitimité aujourd'hui pour parler au nom des populations du pool? Vous n'avez aucun mandat officiel, vous n'êtes pas élu. Ces hommes-là peuvent dire, mais voilà, moi, je suis député, moi, je suis pasteur, j'ai une action. Vous, aujourd'hui, qu'avez-vous comme légitimité pour dire ce que vous dites aujourd'hui, Lionel Gamba? Ma légitimité découle du fait que je suis fils du département. Ah ben eux aussi, hein, ils le sont aussi. Oui, ils sont fils du département, mais ils ont fait un choix clair, celui de servir un pouvoir qui tue dans le pôle. Mais vous savez, s'il faut en rester là, Lionel Gamba, vous savez très bien, on a vu des gens qui ont été aux côtés de Kolela Feu-Père, qui sont devenus ministres aux côtés de Denis Sassou Nguesso, qui continuent, je sais, à goûter au lait et au miel. Donc, vous voyez qu'un jour, on peut être contre et le lendemain devenir un bon laudateur, comme vous le dites. En tout cas, moi, je ne m'inscris pas dans ce circuit de changer d'opinion à tout moment. Moi, je me suis défini comme étant un acteur, un observateur de la vie politique de notre pays et je me définis comme un citoyen libre. Ma liberté découle du fait que je prône ce que la conscience collective trouve bien. Dans ce que je dis, dans ce que je prône, des milliers de ressortissants de la région de Poul se reconnaissent. Donc, pour moi, ma légitimité ne doit pas sortir seulement des urnes, mais doit sortir des volontés du peuple profond. Et ça, je suis tout à fait sûr que derrière moi, il y a des gens qui pensent comme moi et cela me suffit. Voilà, mesdames, messieurs, donc vous êtes en direct sur Ziana TV, la chaîne au cœur des diasporas. Je rappelle juste par le principe, puisque Sadio Morel Kanté pose la question, les sujets sont vite évacués, c'est vrai, mais nous avons un organigramme et c'est l'actualité vue par Lionel Gamba et non pas par d'autres. Pour que vous interveniez, vous le savez qu'il y a le 100% direct, à ce moment-là, vous pourrez prendre la parole afin de pouvoir, je dirais, donner votre avis, mais c'est Lionel Gamba qui donne son avis par rapport à l'actualité que nous traitons aujourd'hui. C'est une actualité qui est dense et importante, Lionel Gamba. Sassou Ntoumi, c'est une chose. Le pool aujourd'hui continue à souffrir. D'autres fils du pool et filles sont censés impliqués par rapport à cette région, à ce département, afin de trouver une solution. Or, on constate qu'au sein de la diaspora, mais c'est quasiment la cacophonie par rapport à cette discussion du pool, puisque quand certains interviennent qui ne sont pas du pool, ils sont taxés d'anti-pool. Quand il y en a d'autres, ça devient un gros souci. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, pour vous, le Delgamba, il n'y a que les poulistes, si vous me permettez l'expression, qui ont le droit de parler du pool, les autres doivent se taire? Non, non, c'est tout à fait faux. Je pense que le pool fait partie intégrante du Congo. Donc, tout Congolais d'origine ou naturalisé a le droit de donner un avis sur ce que nous considérons comme étant la situation dans le pool. Mais je m'excuse. Non, non, allez-y, allez-y, allez-y. Donc, je pense que tout le monde a le droit de parler du pool, mais seulement là où j'interviens, c'est que nous, en tant qu'originaires du pool, nous avons le droit de nous organiser autour d'un idéal commun pour faire en sorte que les querelles intestines dans le pool prennent fin. Parce que depuis que Denis Sassou Nguesso a pris le pouvoir au Congo-Brazzaville, la région de Poul est devenue une chasse gardée. C'est là où il envoie ses spies pour venir tuer, c'est là où il envoie ses partenaires économiques pour pouvoir piller la région. Donc, je pense qu'en tant que ressortissants du Poul, nous avons le droit d'orienter le débat sur ce qui se passe dans le pôle. Mais nous reconnaissons quand même que les autres ont matière de réfléchir sur l'avenir de notre région. Donc, je ne rejette pas… Avec quel degré de tolérance?
degré de tolérance zéro, pourvu que dans les analyses, dans les propositions, qu'on ne parle pas des choses qui heurtent la sensibilité des originaires de Poul, qu'on a pris dans l'histoire de notre pays comme étant les fossoyeurs de la République, les contre-révolutionnaires, ceux qui ne veulent pas que les nordistes restent au pouvoir. C'est un faux débat. Aujourd'hui, moi, je suis venu sur l'échiquier politique de notre pays, pas en tant que politicien. Moi, j'ai amené mon tempo. Mon tempo, c'est lequel? Moi, je dis que pour qu'il y ait l'harmonie dans notre pays, il faut que déjà les ressortissants que nous sommes devront mettre de l'ordre chez nous. Si tu n'aimes pas ton département, tu ne peux pas aller aimer le département des autres. Donc, la mission que je confie aux Congolais, à chaque Congolais, à chaque Congolaise, c'est d'abord de s'occuper des problèmes qui relèvent de leur département avant que nous ayons l'opportunité de débattre au niveau national. On ne peut pas aller débattre des problèmes du Congo si on est incapable déjà de résoudre les problèmes qui se posent dans son département. Et dire que je suis de Poul, je veux ramener les originaires de Poul autour d'un idéal commun, ce n'est pas du tribalisme, je suis désolé. Alors, ce n'est pas du tribalisme, ce serait quoi alors finalement? C'est une identité culturelle à préserver, c'est une volonté commune de faire des choses dans la bonne ambiance, c'est une volonté commune d'être un exemple pour d'autres départements. Vous savez qu'aujourd'hui, le département de Poul n'est pas seulement un département, c'est une identité affichée. Nous sommes l'une des régions au Congo, quand on parle de Poul, tout de suite, on voit une manière d'être, une façon de faire. Donc, nous devrons capitaliser cette force, la positiver, pour qu'elle ne soit pas ressentie comme étant une haine contre les autres départements. Donc, moi, mon objectif aujourd'hui, c'est de dépasser les clivages ethniques et de montrer qu'on peut être fier de son ethnie, de ses origines, sans pourtant empiéter à l'union nationale. Moi, je ne parle pas de l'unité nationale, je parle de l'union nationale. Pourquoi? Parce que l'union nationale suppose que nous pouvons nous ressembler autour d'un idéal, mais dans la diversité, dans nos différences. Je n'ai rien en commun du point de vue culturel avec mon compatriote qui se trouve à Imfondo. Mais cela ne veut pas dire que je ne peux pas vivre en bonne intelligence avec ce compatriote-là. Je vous donne un exemple. La famille au sud est matriarcale. Au nord, c'est patriarcal. Est-ce que le fait que je me retrouve dans une zone où c'est le patriarcat qui prend domination de la famille, c'est une menace pour moi? Non. Ce n'est pas une menace. Nous devons respecter nos identités culturelles. Moi, je pense que toute la faute que nous avons commise jusqu'ici, c'est que nous avons pensé que nous pouvons régler nos différences sur le plan politique. Moi, aujourd'hui, je pense que par la diversité culturelle, en relevant nos identités culturelles, nous pouvons arriver à régler nos problèmes là où la politique n'a pas pu le faire. Et pour cela, charité bien ordonnée, commençons toujours par soi-même. Je me suis engagé donc à restructurer la culture dans le Poul, à ressouder les miens pour que demain, j'ai le quitus de pouvoir demander à d'autres départements de faire comme nous. Voilà ce que je conçois comme démarche nouvelle pour le mieux-être entre nous. Alors, finalement, comment est-ce que vous définissez en fait le tribalisme? Si tout ça, vous le dites et vous le définissez comment le tribalisme? Bon, en fait, le mot tribalisme a été galvaudé dans notre pays. C'est-à-dire que le politique a utilisé le mot tribalisme dans un sens négatif. Or, tout ce qui sort du tribal n'est pas mauvais. Le tribalisme n'est pas égal à la négativité. Dans le tribalisme, nous avons des effets positifs. Moi, j'ai vécu longtemps en Côte d'Ivoire, où nous avons pratiquement les mêmes problèmes. Mais là-bas, le problème du tribalisme a été positivé. C'est-à-dire que quand on se présente comme étant un jeune Ani, on n'est pas en concurrence malsaine avec les BT. Non. En tant que Larry, je ne veux pas
je ne veux pas prôner la haine, mais je veux déjà donner au Congo ce que le Lari a de beau, a d'intéressant sur le plan culinaire, sur le plan linguistique, sur le plan vestimentaire, sur le plan philosophique. Donc, si nous considérons le tribalisme comme étant un ensemble des mécanismes, de modes de vie relatifs à un groupe donné, tout ce qui relève de ce groupe n'est pas que négatif. C'est la politique qui instrumentalise la tribu chez nous. Mais sinon, la tribu, dans son essence, n'est pas une anicroche à l'union de tous les Congolais. Voilà, la tribu n'est pas une anicroche et pourtant, vous savez qu'aujourd'hui, le problème du Congo, c'est aussi, qu'on le veuille ou non, ce problème tribalistique. Quand chacun veut construire un Congo, mais en faisant la priorité sur sa propre région, je n'ai pas d'autre terme que de dire que c'est du tribalisme, dans le mauvais sens sans doute, mais cela n'augure en rien, vous le comprenez, Lionel Gamba, un avenir meilleur ou commun. À ce moment-là, il faut peut-être trouver ou aller un peu plus loin en disant que chacun vive dans son coin et puis le Congo ira mieux. Non, c'est pas ce que je dis. Je vais vous donner un exemple. Le couteau sert à couper, c'est un instrument de cuisine. Mais le couteau peut aussi servir à tuer. Donc, face à la tribu, si nous sommes engagés dans la démarche de vivre ensemble, nous pouvons relever les faits positifs. Entre-temps, moi, j'ai lancé un débat sur le net où je disais que puisque nous avons un problème de tribalisme au niveau politique dans notre pays, la seule manière où nous pouvons positiver ce tribalisme-là, entre guillemets, serait que la politique ne soit plus vue au niveau national. Ramenons la politique au niveau départemental, vous allez voir que les querelles intestines entre ethnies, entre tribus, prendront fin. Si les élus doivent aller chercher les suffrages dans leur département, je prends un exemple, si les Kolela se retrouvent avec les Gamba, avec les Massamba dans le département de Poul à concourir pour le suffrage du département, il serait très difficile pour les Kolela de dire « Ntangouni Ntangou quoi ?» que le soleil reste le soleil, le MCDI reste le MCDI. Pourquoi le MCDI instrumentalise l'électorat du Poul? C'est parce que chaque fois qu'ils sont en face d'autres ethnies comme les Mbouchi qui viennent chercher des suffrages dans le Poul, ils sont bien obligés pour instrumentaliser à bon escient les ethnies et les clans dans le département de Poul, de faire ressortir l'aspect ethnique. Mais si nous ramenons la politique rien que dans le département où nous n'aurons pas des concurrents venus d'autres départements, vous verrez que la course à la tribu va prendre fin. Donc, en d'autres termes, est-ce que vous êtes pour la scission du Congo? Je ne suis pas pour la scission du Congo, mais par contre, je prends le fédéralisme. Je pense que si nous instituons le fédéralisme, si nous donnons plus d'autonomie à nos départements pour pouvoir avoir des politiques de développement économique, culturel, socio-économique, nous pourrons envisager un développement harmonieux au niveau national. Mais je ne crois plus que les décisions qui relèvent du développement de notre pays soient entre les mains d'un individu considéré comme étant un président fort. Je n'ai pas besoin que Denis Sassou Nguesso donne son aval pour développer le district de Boko. Le district de Boko ou le district de Mayoko doit être une affaire des ressortissants parce qu'on est mieux servi que par soi-même. Donc, c'est pourquoi je dis que nous devons mettre fin à la centralisation du pouvoir, qu'il faut renvoyer le pouvoir au département au sein d'un fédéralisme qui tienne compte des spécificités de chaque département. Ceci dit, même si nous reléguons le pouvoir dans les départements, mais une bonne partie du pouvoir sera concentrée au sein du Conseil d'État qui aura pour ambition de veiller sur l'intégrité du territoire congolais, de signer des accords internationaux
et du coup d'éviter ce positionnement clanique au niveau de l'administration, comme nous le constatons dans le cas de la Société nationale du pétrole du Congo. C'est clair. Voilà. Est-ce que c'était un fédéralisme à la Boucadia? Non, ce n'est pas un fédéralisme à la Boucadia. Déjà, même l'idée ne part pas de Boucadia, c'est une idée qui part de moi-même. Aujourd'hui, c'est lui qui défend plus ou moins cette démarche, puisque il prend souvent l'exemple de la Suisse en disant qu'il faut peut-être faire du Congo un État fédéral comme l'est la Suisse aujourd'hui. Bon, lui dit comme la Suisse, mais moi je dis nous pouvons faire un fédéralisme qui tienne compte de nos spécificités. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de calquer dans son entièreté le fédéralisme suisse ou le fédéralisme belge ou le fédéralisme canadien. Nous pouvons partir de nos spécificités sur le terrain pour pouvoir sortir un fédéralisme. Enfin, mais nos spécificités ne sont qu'ethniques, si vous permettez le débat. Donc, on tourne en rond. Mais justement, l'ethnie n'est pas un danger. L'ethnie n'est pas un danger. L'ethnie est une valeur ajoutée à notre développement. Il faut faire de notre ethnie une base parce qu'on ne peut pas se définir comme Congolais si déjà on ne se définit pas par rapport à son terroir. Alors, si finalement, parlons du terroir. Finalement, est-ce que vous dites que si quelqu'un dont les deux parents sont du sud, je dirais, du nord du pays, qu'ils naissent dans le pool, est-ce que vous allez instituer un droit du sol en disant il est du pool comme tout le monde, ou bien il est né là, mais c'est le sang qui compte finalement pour vous? Ben, c'est le sang qui compte. Pas même le fédéralisme que j'appelle de mes voeux ne veut pas dire que si vous êtes du Nord, vous ne pouvez pas travailler dans le pool. Le droit du sol ne prévaut pas. Non, il n'y a pas le droit du sol. Il n'y a pas le droit du sol. Il n'y a pas le droit du sol. On est Congolais. Quand on est Congolais, on a le droit de s'établir sous tous les départements du Congo. Je vis dans un pays qui est une mini-royauté, le Grand-Duché du Luxembourg, mais nous avons un fédéralisme qui ne dit pas son nom, en fait. Ici, la spécificité, c'est quoi? C'est qu'ils ont donné aux communes le pouvoir de s'auto-gérer et de s'auto-développer. Mais ces communes ne sont pas basées sur un plan ethnique. C'est un peu ça la différence avec des nôtres, je veux dire. Je veux tout simplement dire, aujourd'hui, vous êtes au Luxembourg, c'est déjà bien, tout en sachant qu'au Luxembourg, vous connaissez bien les règles sur la nationalité. Hein. Ou on est luxembourgeois ou on est autre chose. On ne peut pas être les deux. Or, quand on prend la situation qui est la nôtre, on se dit bien, est-ce que moi qui m'appelle Makosso, si mes parents ont eu cette chance de me mettre au monde dans le pool, est-ce que je serais considéré comme étant originaire du pool ou bien je suis juste né là, le reste ne compte pas? Que vous soyez originaire du pool ou pas, du moment où vous avez décidé d'établir votre domicile dans le pool, vous aurez les mêmes droits que les autochtones. Et pour votre gouverne au Luxembourg, il y a le luxembourgeois, c'est-à-dire que les autochtones, mais même les luxembourgeois, ils ont des spécificités. Selon qu'on soit du nord, du sud, de l'est à l'ouest, on ne voit pas la culture de la même manière. Donc, parler une même langue ne veut pas dire qu'il y a une homogénéité de la pensée. Le fait que nous nous retrouvons dans le pool, dans le département du pool, excusez-moi de prendre le pool comme exemple puisque c'est le plus évident pour moi, le fait qu'on se retrouve dans le pool, cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas de divergence entre fils et filles du pool. Moi, mon objectif aujourd'hui, c'est de faire que, au lieu que les décisions qui relèvent du développement des collectivités locales partent du pouvoir central, mais qu'on fasse le contraire. Puisque chez nous, qu'on le veuille ou pas, l'ethnie a une place importante dans notre société. Donc, positivement, prenons le côté positif de l'ethnie. Pourquoi vous voulez toujours voir l'ethnie comme étant un frein? Pourquoi vous voulez toujours le voir dans le prisme négatif? Alors qu'il y a un autre côté positif que nous pouvons utiliser de l'ethnie. Aujourd'hui, moi, j'appelle aux Congolais de mettre en valeur leur langue maternelle. J'ai donné même des exemples. Il y a des gens qui sont ici qui ne connaissent même pas parler leur langue maternelle. C'est une faute grave. Ils sont fiers de parler le français, mais ils ne sont pas fiers du fait qu'ils ont l'obligation de transmettre aux générations futures la culture de notre pays. Ça, c'est un aspect que nous devons prendre en compte. Mais si vous recusez l'ethnie comme étant le frein du développement de notre pays, c'est que vous avez tapé à côté. Pourquoi ça marche ailleurs? Pourquoi ça ne marcherait pas chez nous? Voilà la vérité. Donc, moi, je suis venu avec un tempo culturel. Ceux qui m'attendent sur le plan politique, sur le terrain politique, ne mourront pas. Parce que
j'ai remarqué que pour la plupart de nos compatriotes, pour se faire important, ils pensent que le seul issue, c'est la politique. Alors moi, je ne veux pas faire mon entrée dans la politique. Moi, j'amène le tempo culturel. C'est-à-dire que si nous mettons en valeur nos cultures, nos identités culturelles, nous allons de facto avoir le respect pour la culture et pour les identités des autres. Si je ne m'aime pas, comment veux-tu que j'aille aimer quelqu'un d'autre? Voilà, vous revendiquez une démarche culturelle et pourtant, Lionel Gamba, vous soutenez aujourd'hui une démarche politique qui est celle menée par M. Modeste Boukadia, notamment de cette conférence internationale. Vous l'avez suivi ici sur Zena TV, des hommes qui sont intervenus des assises, que ce soit M. Antoine Paz-Kiwoulou ou encore M. Moukala, ils ont fustigé cette démarche en disant pour l'instant, on ne sait pas exactement qu'est-ce qu'il y a dans cette conférence. Pourquoi vous soutenez cette démarche? Qu'y a-t-il dans cette conférence qui passe en tant qu'aujourd'hui, il y a quand même visiblement, quand on constate sur les réseaux sociaux, peu de gens qui entrent dans cette démarche pour accompagner Modeste Boukadia pour l'organisation de cette conférence internationale? Je veux dire d'emblée que le jugement est faussé déjà au départ, puisque au lieu de juger l'initiative, on juge la personne. C'est ce qui a fait même que j'ai pris la décision de défendre Modeste Boukadia, non pas parce qu'il est ressortissant du pôle, mais c'est parce que… C'est bien de porter la position parce que oui, c'était quand même assez facile. Le raccourci est très facile. Voilà, le raccourci est très facile. Je défends Modeste Boukadia en tant qu'initiateur de la conférence internationale. Ça aurait pu être Maleka ou les autres, j'aurais fait la même chose. Mais ce que je ne comprends pas, c'est qu'aujourd'hui, on parle de la conférence internationale à 3 facettes. Il y a la facette de Maleka, il y a la facette de MRLC, il y a la facette de Boukadia. Ceux qui tirent sur Boukadia, sur la conférence internationale initiée par Boukadia, ne prennent pas le courage de dire la même chose sur la conférence internationale initiée par Maleka. Pourquoi c'est la conférence initiée par Boukadia qui semble être le plat favori pour ses détracteurs, alors que nous devrons juger la conférence internationale dans sa conceptualisation au niveau global. C'est-à-dire que… Une conceptualisation qui a été battue en brèche par un homme que vous connaissez bien, c'est Massengo Tiassé, qui explique, et aussi Maître Moudine Massigé explique qu'une conférence internationale n'est pas du bon vouloir d'un homme qui se lève un matin, soit-il Modeste Boukadia, pour dire, voilà, moi j'ai une conférence nationale. Ce sont les nations qui se réunissent autour des institutions internationales pour convoquer. Or, les arguments qu'on avance, c'est de dire que cette démarche, dès le départ, elle est faussée, puisque nous avons aujourd'hui un homme qui porte ce projet, c'est Modeste Boukadia, avec certains de ses partisans. Bon, si Modeste Boukadia a pris la queue de la poêle, c'est parce qu'il a été conscient du fait que la conférence internationale pourrait être une sortie honorable une sortie de crise honorable pour notre pays. Mais quelles sont les nations qui l'accompagnent dans cette démarche? Il n'y en a pas, il est tout seul. Ce que les gens ne comprennent pas en fait, déjà de parler de la conférence internationale de Boukadia, c'est faussé déjà. Il n'y a pas de conférence internationale de Boukadia. L'action de Boukadia aujourd'hui est loisible à tout autre Congolais. C'est-à-dire que Boukadia, avec ses réseaux, est en train d'appeaufiner des stratégies qui peuvent amener une nation ou des nations ou l'Organisation des Nations Unies à juger de l'utilité de convoquer cette conférence internationale. Mais Boukadia, à lui seul, en tant que Congolais, il n'a pas le pouvoir de convoquer une conférence internationale. Ce que Boukadia fait, M. Sir Makosso, vous pouvez le faire si vous avez des canaux d'influence reconnus pour pousser la communauté internationale à se pencher sur le sort de notre pays. Alors, donc, finalement, c'est quoi l'objectif? L'objectif, c'est d'amener tous les Congolais autour d'une table pour pouvoir trouver une solution commune sans effusion de sang. Je pense que… Donc, ça signifie qu'il faut s'y ramener le PCT, Sassou Nguesso, ses enfants et tous les gens qui ont géré. Je pense que quand on se trouve autour de l'arbre à palabre, on a besoin de deux entités. Il y a les accusateurs et les accusés. On ne peut pas faire… Mais c'est pour ça que certains disent que c'est une manière d'absoudre
Denis Sassou Nguesso, puisqu'on accuse Modeste Boukadia de collusion avec Denis Sassou Nguesso. Si cette démarche va consister à que tout le monde s'assied sous l'arbre à palabre, et là, je pense que vous faites honneur aux traditions que parfois vous avez récusées tout à l'heure, et finalement, c'est une manière de laver Denis Sassou Nguesso tel que ça s'est fait en 92. On ne lave pas Denis Sassou Nguesso. On ne lave pas Denis Sassou Nguesso. Dites-moi, est-ce qu'aujourd'hui, vous pouvez faire une réunion qui intéresse les Congolais sans faire appel à ceux qui ont mis notre pays à terre? Mais on va faire appel à eux pour dire quoi ou pour faire quoi? Pour leur reprocher de façon officielle qu'ils ont la responsabilité et l'entière responsabilité d'avoir mis le pays à terre. Oui, mais vous le savez très bien, quand on parle en règle de droit, il y a des gens qui sont jugés par contumace. S'ils ne sont pas là, vous pouvez en même temps de leur reprocher, de leur faire savoir pourquoi nécessairement doivent-ils être présents. Et alors, comment vous allez faire pour les débarquer du pouvoir? Encore une guerre? Encore une guerre? Moi, je ne crois plus à l'option de la guerre. Parce que si l'option de la guerre était la plus évidente, ça fait 21 ans que nous sommes en dehors du pays, on aurait pu la mettre en exergue. Pourquoi depuis tout ce temps, du 5 juin 1997 à aujourd'hui, 28 avril 2018, aucune solution n'a été en mesure de mettre Denis Sassou Nguesso en difficulté. Donc aujourd'hui, nous sommes… Certains vous disent que Sassou est venu par les armes, ben, il repartira par les armes. Mais alors, si pas hésité d'en prendre dans le coup. C'est une conception que j'ai eue par le passé, mais que je pense aujourd'hui qui est très difficile à mettre en place. S'ils pensent que donc vous avez évolué dans ce sens-là, alors, Lionel Gamba? Oui, j'ai évolué parce que je me trouve devant un fait accompli. Pour avoir des armes, il faut avoir de l'argent, il faut avoir un lobby, il faut avoir un pays qui nous accueille comme base aérienne. Là maintenant, vous suppliez Denis Sassou Nguesso de partir par lui-même en lui donnant quasiment… Je ne le supplie pas. Je ne le supplie pas. Je lui fais comprendre que il a tellement mis le pays à terre qu'il n'a plus de choix aujourd'hui. Il doit quitter le pouvoir. S'il a envie de laisser sa descendance en paix, vivre en paix. Donc, ça signifie que demain, s'il ne quitte pas le pouvoir, que vous arrivez au pouvoir, vous allez mettre en place une démarche de revanchard, finalement. S'il veut… Non, justement, on n'a pas envie de faire une démarche, d'initier une démarche de revanchard. Mais je pense que dans tout État qui se respecte, on ne peut pas passer à une réconciliation sans une vraie justice. Donc, moi, je crois que demain, si nous avons, entre parenthèses, nous, je parle des Congolais, hein, je ne parle pas d'un groupe spécifique, hein, je parle des Congolais. Si une partie des Congolais prend le pouvoir aujourd'hui, c'est d'initier une réconciliation, mais avant une vraie justice. Donc, on doit faire appel à des juristes pour instituer des procès économiques, des procès politiques, pour établir les responsabilités avant d'envisager une véritable réconciliation. Mais on ne peut pas sauter à pieds joints de passer du pouvoir à la réconciliation sans avoir fait état des lieux. Finalement, où est-ce qu'on en est au niveau des démarches? C'est pour quand? Est-ce que vous avez aujourd'hui des éléments, des informations à nous donner, puisque vous pouvez aujourd'hui nous donner des informations sur la tenue de cette conférence? Quand, comment, c'est où? Alors, pour répondre à votre question, si je vous donnais une date exacte, ça veut dire que c'est nous qui avions la priorité de convoquer cette conférence internationale. Mais du fait qu'à partir du moment où la convocation de cette conférence internationale ne relève pas de notre bonne volonté, donc je ne peux pas, de façon claire, vous donner une date précise. Ce que je sais, ce dont je suis sûr, c'est que le lobbying est en train de faire son chemin et que nous avons des éléments positifs qui laissent croire que avec le temps, les gens commencent un peu à s'intéresser à la situation de notre pays. Donc, par rapport à cette démarche de Gamba, il y a un homme, c'est Adrien Wabaluku, qui parle d'une conférence nationale bis au lieu d'une conférence internationale. Le problème aujourd'hui, pourquoi on ne peut pas parler de conférence nationale? Parce que la conférence nationale suppose que tous les fils et filles du pays doivent se retrouver au Congo. Or, vous savez que dans l'état actuel de notre pays, il y a des Congolais qui sont interdits de rentrer dans leur propre pays. Donc, ce qui met en difficulté
la praticabilité de cette conférence nationale. Sassou n'étant pas disposé à laisser le pouvoir, si nous allons faire une conférence nationale à Brazzaville, ça sera lui qui aura la dernière décision. Donc, pour que nous soyons sûrs que les décisions qui découlent d'un dialogue intercongolais aient des effets positifs, il faut que Sassou vienne en tant qu'invité, mais pas en tant qu'initiateur. C'est ça le problème. C'est pourquoi nous voulons que ce dialogue-là se tienne en dehors du Congo pour pas que Sassou ait la marge de manœuvre de corrompre les gens qui vont s'asseoir autour de cette conférence pour discuter de notre pays. Et pourtant, en 91, 92, on a bien senti qu'il n'avait pas totalement la main. Ben, ce qui change, c'est qu'en 91, il y avait la France qui s'était impliquée très clairement, et en plus Denis Sassou Nguesso n'avait pas totalement les rouages de pouvoir, puisque la CSC, les tenants du pouvoir à l'époque l'avaient clairement lâché, donc sa marge de manœuvre était vraiment réduite, surtout que l'armée était du côté du peuple. C'est ce qui explique qu'il a dû se résigner à aller en guerre contre la conférence nationale de 1991. Lionel Gamba, vous aimez la musique. Très souvent, dans vos lives, on a toujours des chansons qui passent. Le 26 mai, c'est dans quelques jours, le concert de Roga Roga aura lieu, oui ou non pour vous? Ben pour moi, je suis contre ce concert. Malheureusement, même si je suis reconnu par certains comme étant aussi un homme de culture, mais je suis contre ce concert pour la simple raison que le personnage de Roga Roga est un personnage sulfureux dont le passé laisse à désirer. Je veux déjà faire comprendre que Roga Roga, en tant que musicien, est très engagé du côté du pouvoir. Il a un discours laudateur en rapport avec le pouvoir en place. Il est le parrain, il est le filleul de Jean-Dominique Okemba, dont on sait que il est le véritable chantre de ce pouvoir. Donc, rien que par ces aspects, ces éléments que je viens de vous faire découvrir, il est indécent aujourd'hui que Roga Roga puisse tenir un concert sur la place de Paris, de la même manière que Youth Band, qui est aussi un musicien, un artiste engagé au service du peuple, n'a pas le droit ni la possibilité d'aller faire un concert à Brazzaville. Donc, les mesures qui s'opposent à Youth Band d'aller faire un spectacle à Brazzaville doivent logiquement aussi s'opposer à Roga Roga sur la place de Paris. Voilà, s'opposer à Roga Roga sur la place de Paris, donc on peut tuer la création artistique, tout en se disant que finalement, vous, qu'allez-vous faire ce jour-là? Est-ce que vous allez faire le voyage du Luxembourg pour Paris afin de manifester devant le palais de Congrès de Montreuil? On verra le moment venu. Donc, pour l'instant, vous ne vous engagez pas. Ça signifie que vous ne serez pas là, alors? Je suis engagé, mais quant à la stratégie, je me réserve le droit de… Il y a d'autres qui l'ont annoncé clairement, hein, d'autres combattants, des activistes de la diaspora qui l'ont annoncé clairement, qui seront là ce jour-là pour faire face afin que ce concert n'ait pas lieu. Donc aujourd'hui, vous êtes déterminé à ce que ce concert n'ait pas lieu. J'encourage les combattants qui sont sur le terrain et qui sont engagés à faire échec à ce concert. Ils ont tout mon soutien à 1000%. Voilà, ils ont tout votre soutien, sauf qu'ils ne vous verront pas ce jour-là damer le pavé parisien. C'est pas ce que j'ai dit. Voilà, ce que vous pouvez dire maintenant, Monsieur Lionel Gamba, c'est par rapport à la conférence sur le fond bleu à Brazzaville, c'est à la fin de ce mois. À partir de demain, est-ce que pour vous, aujourd'hui, c'est une bonne chose que le Congo soit au cœur de l'écologie mondiale? C'est encore un leurre. C'est encore un leurre. Pour les avertis, ils savent très bien que Denis Sassou Nguesso utilise cette conférence pour rebondir sur la scène internationale quand on sait qu'il est décrié partout. Donc, je pense que c'est une escroquerie diplomatique que nous sert là Denis Sassou Nguesso. S'il est incapable de gérer le pétrole congolais, s'il est incapable de gérer l'économie congolaise, je ne pense pas que c'est
les fonds bleus qu'il va gérer à bon escient. Je pense qu'il est très mal placé pour pouvoir s'ériger en exemple dans le cas d'espèce. Est-ce que vous prendrez à votre compte le néologisme du collectif Ça suffit, l'escrologiste? Ah oui, je pense que le mot est bien donné. Hein. Si. J'en fais ma sémantique, oui. Voilà, vous en faites votre sémantique. Vous pouvez aussi aller dans le même sens qu'un homme sur le caporal-chef Ferdinand Masson. Il a fait une dernière sortie. Vous en dites quoi? Ben, je pense que le caporal Masson est le thermomètre de l'esprit qu'animent les patriotes sur les questions sécuritaires de notre pays. Si aujourd'hui le capitaine Masson a pris caporal-chef, le caporal-chef Masson a pris de l'ampleur dans le subconscient national, c'est parce que nous avons un problème. Et nous avons vu aussi qu'à travers ces déclarations, nous avons noté la fébrilité de ce pouvoir à se donner des moyens pour pouvoir contrer ces manœuvres. Donc, je pense que c'est une très bonne chose, même si sur le terrain, nous n'avons pas des actions concrètes. Je pense que la guerre, elle se mène à plusieurs plans. Là, il s'agit de guerre. Mais quelle action désiriez-vous concrètement sur le terrain? Ben, ceux qui sont pour un coup de force militaire, je pense qu'ils devraient maintenant se saisir des déclarations du caporal-chef Masson pour mettre en exergue ce qu'ils savent faire. Je pense que les déclarations du caporal-chef Masson doivent amener ce qui reste de notre armée nationale à prendre conscience que le pays est à terre, que nous n'attendrons rien de bon de Denis Sassou Nguesso. Il faut inviter les patriotes à la défection de ce qui reste notre armée nationale. Voilà, inviter les patriotes à la défection, dites-vous, Lionel Gamba. Est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes convaincu que les Congolais sont prêts, notamment l'armée, en fait, à pouvoir faire face à Denis Sassou Nguesso quand on sait quand même la même mise qu'il a non seulement sur l'armée, mais au moins sur toutes les forces, je dirais les forces de l'ordre? De ma petite expérience d'observateur de la vie politique nationale, je peux vous dire que l'armée n'est plus nationale dans notre pays. Il n'existe plus d'armée nationale au Congo. Nous avons devant nous l'émergence des forces de désordre acquis à la cause de Denis Sassou Nguesso et qui ont pour mission de traumatiser les populations selon les intérêts guidés ou orientés par le chef suprême du clan d'Oyo. Donc, il n'y a pas d'armée nationale au Congo. Il n'y en a pas. Il n'y a pas d'armée nationale aujourd'hui au Congo et pourtant, il y a des gens aujourd'hui qui donnent de la voix, non seulement en écho au caporal-chef Masson, mais aussi en écho aux différentes polémiques qu'on entend au sein de la diaspora. Lionel Gamba, vous êtes aujourd'hui quelqu'un qui, au cœur parfois des polémiques assez dures, vous prenez la parole, vous répondez. Vous avez eu des échanges assez terribles avec d'autres compatriotes de la diaspora. Est-ce que finalement, ce côté polémique, c'est ce qui vous sied le plus? En fait, je ne fais pas la polémique pour la polémique. Je fais la polémique… Vous la nourrissez bien quand même. Je tiens compte des aspects qu'on me sert pour pouvoir la nourrir dans le côté positif. Moi, je fais la polémique pour en sortir des enseignements. Par exemple, quand je vois mes contradicteurs venir taper sur Mboukadia sous prétexte qu'il serait un affidé de Denis Sassou Nguesso, que dans leur propre camp, on trouve des gens qui ont posé des actes antipatriotiques et qui n'en parlent pas. Je suis tout à fait d'accord avec moi-même pour pouvoir leur montrer le degré de leur connerie. Voilà. Alors, quand on voit quand même toutes ces conneries dont vous parlez maintenant, quand on voit je dirais, ces disputes intestines au sein de la diaspora, notamment des militants engagés, que peut faire une diaspora dispersée et divisée face à Denis Sassou Nguesso qui, lui, tient son clan et tout le monde suit la cadence?
Moi, j'ai fait remarquer que ceux qui sont engagés dans la démarche de pointer les personnalités dans la diaspora, alors que notre ennemi redoutable reste Denis Sassou Nguesso, font une faute grave. Hein? Nous n'avons pas normalement le temps de nous tirer dessus quand on sait que le pays aujourd'hui… Parfois, vous tirez le premier. Non, j'ai toujours été sur la défensive. Je n'ai jamais offensé. Quand j'ai pris à bras le corps cette initiative de défendre les idéaux qui font avancer le pays, c'est parce que j'ai remarqué que une population bien donnée, un groupe de gens bien donnés, taper sur Modeste Boukadia sur des raisons fallacieuses. Ils n'ont pas apporté jusqu'aujourd'hui des faits probants qui peuvent condamner Modeste Boukadia comme étant de mèche avec Denis Sassou Nguesso. Parce que venir avancer des affirmations, c'est bien, mais il faut apporter les preuves. Moi, j'ai eu, par exemple, je vous donne un exemple. J'ai parlé de mon jeune frère Jean-Benoît Nzaba sur son séjour incarcéral à Brazzaville. Ça, c'est un fait concret, puisqu'il l'a reconnu lui-même. Mais j'ai d'un autre côté des gens qui m'ont téléphoné, qui m'ont demandé de parler sur Mac Mapingu, qu'il aurait un pied au Gabon, un pied au Congo et tas de choses. J'ai dit, pour que je parle de ces aspects-là, il faut qu'on me donne des preuves. Je ne peux pas aller accuser un individu dont je ne connais pas déjà à la base et pour lequel je n'ai pas des preuves. Donc, ce qui me cœure aujourd'hui, c'est que les gens prennent le malin plaisir à travers des vidéos de venir accuser des gens sans preuve. C'est ça que je ne veux pas. Et moi, je défendrai tout le monde, que ce soit Mboukadia, que ce soit Mokoko, que ce soit n'importe qui. Si quelqu'un est attaqué sur la base des fausses déclarations, il peut s'attendre à ce que je prenne fait et cause pour lui. Voilà, donc on peut dire Saint-Lionel Gamba, patron de toutes les causes, c'est ça? Je ne dirais pas ça, mais je pense que je suis en train de jouer aussi, de montrer aussi que on peut être, quand on est patriote, on ne peut pas être sélectif. Il faut toujours se ranger du côté du droit et de la raison. Je pense qu'aujourd'hui, condamner des gens sur des bases fallacieuses, personne ne voudrait en être victime. Donc, je veux prêcher l'exemple en défendant ceux qui méritent de l'être. Voilà, ceux qui méritent de l'être. Très souvent, on voit dans les commentaires quand vous faites vos lives, on voit aussi dans les échanges que vous avez, on vous trouve assez clivant, on dit mais pourtant, Lionel Gamba, c'est un homme intelligent, vous avez un raisonnement qui tient la route, mais certains vous trouvent assez clivant, notamment quand vous apportez ces thèses plus ou moins régionalistes qui sont pour vous sur la base culturelle, mais qui sont teintées quand même d'un vernis politique. Et on s'est dit comment ce monsieur qui, lui, est quand même ici en Europe, dans des pays civilisés, et en plus le grand-duché de Luxembourg, peut-être même vous serez grand-duc aussi, on ne sait jamais, avec la grande-duchesse Charlotte, je ne pense pas que vous arriverez à ce moment-là, mais enfin, comment vous expliquez aujourd'hui qu'on vous trouve avec une image assez brouillée, Lionel Gamba? Ça dépend de quel côté on me regarde. Si on me regarde avec un côté politique très partisan, il ressort qu'on verra dans mon discours des relents régionalistes. Populiste, tout simplement, pour dire. Populiste, voilà. Mais moi, j'ai dit une chose, que charité bien ordonnée commence par soi-même. Et mon objectif aujourd'hui, c'est de dépassionner le débat autour de l'ethnie et de la région. Parce que je considère que la région, l'ethnie n'est pas un obstacle au vivre ensemble. Donc, si nous pouvons aujourd'hui changer notre concept pour ceux qui ont plus de 50 ans aujourd'hui, ils savent très bien que dans les années passées, dans le monopartisme, le POUL a beaucoup subi du fait qu'ils ont été traités comme étant le bastion des contre-révolutionnaires, des assoiffés du pouvoir, des attributions qui m'ont fait très mal. Et aujourd'hui, je suis engagé dans cette lutte de montrer aux gens que on peut être fier de son ethnie sans être une menace pour la cohésion nationale. Et pour montrer l'exemple, donc, j'y suis
résolu à commencer à donner les leçons autour de moi, c'est-à-dire que les ressortissants du pôle. Une fois que le travail que je veux éparpiller dans tout le pays trouve des conséquences positives, je pense qu'à ce moment-là, quand je parlerai du regroupement des fils et filles d'Infondo, bah, ils me croiront parce que bah, j'aurai déjà apporté mes preuves. Mais aujourd'hui, je ne peux pas parler de l'union nationale si déjà je ne mets pas de l'ordre chez moi. Et donc, n'en déplaise à mes détracteurs, je suis résolu à faire de la région du Poul une région où les gens doivent apprendre à se pardonner, à s'aimer et à donner l'exemple au reste du pays. Rien que ça. Voilà, donner l'exemple au reste du pays, c'est aussi donner l'exemple sur le plan médiatique. Alors, aujourd'hui, vous êtes dans un projet, celui de Congo Média. On vous a vu lancer un appel publiquement afin que les gens puissent vous aider. Où est-ce que vous en êtes? Ben, le projet est en train de faire son petit bonhomme de chemin. Nous recevons en fait des cotisations de partout dans le monde. Vous voyez, je suis dans une démarche culturelle. C'est-à-dire que j'ai remarqué que les gens passent leur temps à s'affubler des titres président de ceci, secrétaire général de cela. C'est pourquoi d'ailleurs que je refuse d'être un homme politique. Je refuse qu'on m'appelle président. Je refuse de prendre un titre politique. Moi, ma démarche, je veux l'amener sur le terrain culturel. Déjà, avec Congo Média TV, je veux monter cette chaîne de télé pour s'occuper de la partie culturelle. Je donne déjà quelques aspects déjà en ligne, en prenant des thèmes ou des débats qui font l'unanimité, celui de mettre en valeur la culture de notre pays. Et donc, ça sera une chaîne de télé qui va apporter un plus dans la pratique de l'information sur la place de Paris. Et une fois que le pays sera libéré, cette chaîne repartira à Brazzaville et continuera sa mission sur place. Donc, ce n'est pas une chaîne qui est créée pour se venger peut-être des médias qui existent aussi, que vous ne nous donnerez pas la parole. Non, 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 ce n'est orienté contre personne. En plus, au contraire, nous allons amener un plus. Et mon objectif, je ne suis pas le seul, hein, il y a des gens derrière moi. Notre objectif surtout, c'est de balayer la censure sur des bases d'opinion politique. Moi, j'ai été beaucoup… Qu'est-ce qui vous censure aujourd'hui, Lionel Gamba? Ben, aujourd'hui, oui, j'ai été censuré. J'ai eu des menaces, je le dis en direct, sous le contrôle de Brazza News, qui m'a dit que tant que je n'aurais pas évité tel ou tel personnage, jamais il me fera passer sur son média. Mais Brazza News ne fait pas de vidéos, donc on voit peut-être des textes. Si, il fait aussi des vidéos, puisque j'ai passé 2 ou 3 vidéos chez… Il ne fait pas de vidéos, mais il fait passer des vidéos. Il fait passer des vidéos. Donc, ça, c'est juste un exemple bien précis. En plus, il y a des chaînes où il y a des médias qui ne vous prennent pas parce qu'ils pensent que vous êtes contre leur vision. Mais on n'a pas non plus une offre médiatique ici très importante. Il y a quelques chaînes, notamment ceux qui veulent faire bien traiter l'information. Les autres traitent de la culture, de la SAP et consorts. Mais justement, moi, la nouveauté que je veux avec mes amis au sein de Congo Média TV, c'est de donner l'envie aux enfants qui sont nés en dehors du Congo d'apprendre les langues du pays, d'apprendre la culture du pays. Et la nouveauté que nous allons mettre sur notre chaîne à travers ces émissions, c'est d'apporter la télé dans les familles. Au lieu que les gens soient chez eux à regarder les émissions, nous allons ramener la télé dans les familles pour pouvoir discuter de toutes les questions. Nous allons parler de questions économiques, culturelles, politiques. Voilà, donc ça signifie que les familles aussi pourront aussi recevoir Congo Média TV. Oui, tout à fait. Ça sera animé par des volontaires. Et ceux qui ont des projets intéressants à débattre ou à partager, ou ceux qui ont l'expertise dans une matière bien précise, pourraient se servir de Congo Média pour apprendre ce qu'ils ont à passer comme message au reste des Congolais et des autres auditeurs. Dans sa diversité, Congo Média pourrait aussi aller voir les tenants du PCT pour prendre leur avis par rapport aux questions culturelles. Bien entendu. Dans le traitement de l'information,
il n'y a pas de limite. On ne peut pas traiter une information sur la base des positionnements politiques. L'information doit être libre et on doit la prendre là où elle existe et la traiter sans influence politique, sans a priori. Le but étant que l'information nous serve ou nous desserve, le but principal, c'est de la donner aux téléspectateurs, de se faire une opinion. Mais on ne peut pas d'emblée dire parce que je suis contre le PCT, tout ce qui arrive là-bas, je ne peux pas faire passer les fonds. Non, même les agents du PCT, même les ténors du PCT auront leur droit de faire passer, véhiculer leur message au sein du Congo Média TV. C'est ça la différence. C'est quand même surprenant de l'entendre ici au sein de la diaspora parce que nous, Zena TV, on nous reproche d'avoir été à l'ambassade, on nous reproche plein de choses aujourd'hui. Je suis assez surpris que vous soyez aussi ouvert, puisque ceux de la diaspora estiment, et vous-même vous l'avez dit tout à l'heure, que si Yousban ne peut pas chanter à Brazzaville, Roga ne le fera pas ici. Si à Brazzaville, Madame Oundari ne peut pas passer sur Télé Congo, certains estiment qu'à Zena TV, on ne veut pas donner la parole aux gens qui sont proches du pouvoir de Brazzaville. Non, mais je pense que c'est une faute grave de vous avoir accusé d'être de mèche avec le pouvoir parce que vous avez été couvrir une information au niveau de l'ambassade. Je pense que l'information doit être libre et l'information n'a pas de limite. Même en pleine grande Deuxième Guerre mondiale, nous avons vu des journalistes prendre l'information des deux côtés. Donc, je considère que l'information doit circuler librement. S'il y a quelque chose qui doit circuler entre nous de façon libre, c'est déjà l'information. Pourquoi? Parce que ça permet aux gens d'être mal informés, parce que ça permet aux gens d'éviter d'être mal informés, ça permet aux gens de prendre des décisions en connaissance de cause. Donc, je dis que je suis pour que Zena TV ait la liberté d'interviewer tout le monde sans calcul politicien. Voilà, interviewer tout le monde sans calcul politicien. Il y a sans doute, pour terminer cet entretien, Lionel Gamba, deux hommes qui se sont aussi retrouvés, peut-être avec des calculs, mais enfin, au moins, ça a donné du baume au cœur des pacifistes. Ce sont les deux frères coréens. Vous avez vu ces images où on les voit en train de s'embrasser, se donner des accolades. Ça vous a fait chaud au cœur? Oui, je pense que c'est un bel exemple à donner de vivre ensemble. Vous voyez aujourd'hui que les deux Corées n'ont pas la même politique, mais ça n'empêche pas qu'ils aient envie de vivre, pas dans l'unité, mais dans l'union. L'union suppose que je suis convaincu que la personne avec qui je dialogue ne pensera toujours pas comme moi je le veux. Or, si nous allons sur la base de l'unité, il y a une petite dictature qui veut que tous nous ayons le même point de vue. Donc, je pense que ce qui se passe entre les deux Corées peut être transposé au niveau du Congo-Brazzaville où la défiance entre le nord du Congo et le sud du Congo est très patente. Donc, je bondis sur cet exemple pour dire que nous ne sommes pas ennemis dans notre pays. Que vous soyez du nord, que vous soyez du sud, que vous soutenez le PCT, que vous soutenez le RDPS, là n'est pas le problème. Le vrai problème, c'est que nous devons vivre en bonne intelligence en tenant compte de nos divergences d'opinion. Donc, c'est un bel exemple que j'approuve totalement, même si je ne suis pas totalement pour la dictature de Jong Kim I, qui s'apparente quasiment à la dictature que nous connaissons à Brazzaville. Voilà. Voilà. On arrive à la fin. Lionel Gamba, c'est vous qui avez le dernier mot. Bon, mais mon dernier mot, je veux m'adresser à ceux qui veulent la polémique pour la polémique, parce que j'ai vu Jean-Benoît Zaba qui est passé chez Bob Ebaka, et je m'attendais à ce qu'il ait un discours rassembleur, parce que moi, j'ai… Juste une précision, il faut quand même dire que les propos de John Bin Zaba ont été tenus chez Bob Ebaka, donc ici, il faudrait, je pense que Bob Ebaka vous donne un droit de réponse afin de pouvoir l'exercer. Normalement, Bob, c'est un professionnel, donc c'est des choses qu'il pratique très souvent, afin de répondre texto à John Bin Zaba, puisque c'est là qu'il les a tenus. Ok, d'accord, je vous le concède. Donc, pour parler dans un autre sens, je veux juste dire que
Ma philosophie à moi consiste aujourd'hui à faire de notre identité culturelle comme un repère dans le pays. Et j'invite tous les Congolais à ne pas avoir honte de ce qu'ils sont ou de ce qu'ils ont. Il faut être fier d'être du Fondo, de la Lekumu, du Kwilu, de la Sangha. Et si vous n'aimez pas votre département, vous ne pourrez pas aimer le département des autres. Donc, notre devise aujourd'hui, c'est que nous devons mettre de l'ordre dans notre département. Et si chacun met de l'ordre dans son département, c'est le Congo dans son ensemble qui va sortir vainqueur. Donc, j'invite les Congolais à positiver. Et mon dernier message serait de dire à Denis Sassou Nguesso qu'il y a urgence qu'il laisse le pouvoir parce qu'on ne peut plus continuer dans le mensonge. On ne peut plus gouverner dans le mensonge. Voilà, moi je vais juste paraphraser Lionel Gamba. Si vous n'aimez pas votre département, ben, faites-vous adopter par un autre, que ce soit dans le nord ou dans le sud. Vous serez toujours au Congo et vous serez le bienvenu. Voilà. Merci encore à Lionel Gamba. Merci à vous qui avez été très nombreux. Je rappelle juste le principe de cette émission du samedi, l'Actu Vue Par. C'est une émission qui consiste à donner la parole à notre invité afin de pouvoir donner son point de vue sur l'ensemble de l'actualité. Désolé que nous n'ayons pas à répondre à ce que vous faites en ligne. Là aussi, il y a une autre émission qui s'appelle 100% direct. À ce moment-là, il peut y avoir un débat. Mais cette émission est conçue pour donner une vision, une parole à un homme en fonction des sujets dont il considère qu'ils soient aussi importants d'actualité. Je sais que le côté interactif est très important, mais parfois, il est aussi nécessaire comme ça d'attendre quelqu'un aller jusqu'au bout de sa démarche. Et je sais que comme nous sommes sur les réseaux sociaux, le débat peut continuer dans les commentaires. Et je pense aussi que Lionel Gamba, c'est quelqu'un qui débat très facilement. Il a une endurance pour cela. Donc, n'hésitez pas à aller le titiller et pouvoir continuer ces débats en toute fraternité. Merci encore à notre invité. Merci à vous aussi d'avoir été très, très, très nombreux. Merci pour vos commentaires. Merci toujours, vous qui êtes là, fidèles à Ziana TV. Portez-vous bien. Nous nous retrouvons samedi prochain. Au revoir. Au revoir.